Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour un tour d'actualité. Une délégation du groupe LCOD électrique s'est rendue ce mercredi sur le site de Galawa pour une visite de travail. À noter que cette même délégation a été reçue un peu plus tôt dans la matinée par le président de la République pour lui présenter le nouveau plan du site. Reportage de Sofia Hassani et Salim Benabdillah Zarkash. Un nouvel espoir de voir la construction d'un complexe hôtelier sur le site Galawa vient de naître. En visite éclair de travail aux Comores, Ahmed El Sewedi, PDG d'El Sewedi Électrique, accompagné d'une forte délégation, a visité le dit site et a confirmé la mise en œuvre des travaux dès le 9 mai 2022 pour une durée de 18 mois. Ceci arrive après près de 8 mois de négociations sur l'amélioration de la précédente esquisse présentée par El Sewedi et ses partenaires. It's really a beautiful country. The hotel, we have been for 1 year making the design. Design is almost finished, approved by all parties. We will begin from the 9th of May construction for 18 months. There's no negotiations, everything is perfect. Everything will be done from 18 months from 9 of May. Alors que les Comoriens perdent espoir quant au sort du site Galawa, le gouvernement dit prendre le temps qu'il faut afin de garantir un travail de qualité. L'esquisse qu'on nous a présentée tient en considération tous les éléments qui sont nécessaires pour que notre tourisme ici, en tout cas à Galawa, ne soit pas une copie de ce qui s'est fait dans les pays environnants, mais qu'il y ait un plus. Et là, on a senti qu'il y a un plus dans ce qu'on nous propose. Et ce qui nous a amené donc à conclure que le 9 mai, on va recommencer les travaux, parce qu'ils avaient commencé en fait. Ils avaient commencé, mais sur l'ancienne esquisse, qui méritait d'être améliorée, et ça a été fait. Par ailleurs, un protocole d'accord qui couvre une assistance à la gestion, l'identification et l'évaluation de la Sonelec a été signé au ministère des Affaires étrangères. Il va nous assister dans le domaine de renforcement des capacités, dans le domaine de production, dans le domaine de la gestion du réseau. Le budget estimé pour la construction de l'hôtel Galawa est de 56 millions d'euros. Le gouvernement a déjà financé 7 millions d'euros à travers la Free Exim Bank. Cette même banque accordera un prêt du reste du budget au groupe El Sewedi et le gouvernement remboursera cette dette 7 ans après la construction de l'hôtel, à compter du jour de son inauguration. Le groupe El Sewedi a aussi visité Malouja et a l'intention de construire leur propre hôtel dans ce lieu. Ahmed El Sewedi, président de la société égyptienne, a fait don ce mercredi de matériel de santé au bénéfice de Locopharma pour la lutte contre le Covid-19. Cet appui technique va améliorer les conditions de prise en charge des patients. Reportage d'Ikam Ben Saïd et Ahmed Nassor. Pour sa première visite en Union des Comores, le président de la société égyptienne El Sewedi Électrique a fait un don de matériel de santé destiné à la prise en charge des patients atteints de la Covid-19. Ce lot de produits de santé a une valeur de 150 millions de francs comoriens et contribuera à améliorer la santé de la population. Pour le président Ahmed El Sewedi, de nombreuses collaborations entre les deux nations verront le jour durant sa visite. Aujourd'hui, c'est mon premier jour de visiter le beau pays, l'Union des Comores. Donc, notre équipe, depuis qu'il était venu ici depuis 2 ans, ils ont vraiment eu le temps de dire que c'est un très beau pays, mais je n'ai jamais imaginé que c'est tellement beau comme ça. En fait, nous voudrons vraiment continuer dans le pays à développer beaucoup de projets et mettre vraiment beaucoup d'investissements dans ce pays beau. Aujourd'hui, nous avons été honorés par la visite de son Excellence, Monsieur le Président Azali Assoumani, le chef de l'État. Et nous avons donné notre engagement et notre promesse que nous avons travaillé même dans 4 ou 5 projets en investissement en même temps. Et en même temps, je profite de cette occasion pour vous dire que c'est un très grand honneur d'être parmi vous aujourd'hui pour vous remettre ce petit cadeau de la part d'El Sewedi à nos frères comoriens. Le représentant de la ministre de la Santé a évoqué l'importance de ce don pour la lutte contre le Covid-19. Ce lot de produits de santé contribuera certainement à améliorer la santé de notre population en donnant à nos spécialistes des outils et des ressources pour une riposte
forte contre la Covid-19. Le contexte actuel caractérisé par la pandémie de la Covid-19 et par conséquent par une conjoncture économique difficile dans le monde me donne l'agréable opportunité de recevoir avec une grande satisfaction cet important soutien. Cela, mesdames et messieurs, va renforcer sans nul doute la qualité de la prise en charge de nos patients. Avec un nombre relativement bas des personnes atteintes du coronavirus dans le pays, la lutte continue pour l'éradication définitive de ce fléau. Le troisième comité de pilotage du projet Assurer un approvisionnement en eau s'est réuni ce jeudi pour un bilan des activités réalisées dans les différentes zones d'intervention. C'est un projet financé par le Fonds vert pour le climat à hauteur de 60 millions de francs comoriens. Le reportage réalisé par l'agence Nextez est commenté par Salima Ahmada. Ce troisième comité de pilotage du projet Assurer un approvisionnement en eau à la résilience climatique a été axé sur les activités réalisées et c'est en cours de réalisation. Comme le nom l'indique, le but est d'approvisionner la population en eau potable. Le projet intervient dans 15 zones sur l'ensemble du territoire national pour un cible de 450 000 habitants. Ce projet, non seulement à l'adduction d'eau, mais surtout l'adaptation au changement climatique, parce que par exemple sur l'agriculture, parce que vous savez que maintenant actuellement l'agriculture il souffre, donc le projet va porter des solutions sur l'agriculture et l'approvisionnement en eau. Le projet est financé à hauteur de 60 millions de francs comoriens par le Fonds vert pour le climat pour une durée de 8 ans. Il intervient aussi dans le domaine agricole. On a pu accroître l'accès à l'eau pour les fins agricoles à 30 000 habitants, 30 000 utilisateurs d'eau agricole. Et donc, comme vous voyez, on sait que l'agriculture est à la fin un des éléments phares de l'économie. Mais au-delà de cela, comme on a vu avec les pénuries récentes à cause de l'impact du Covid, la capacité du Comorien à faire augmenter la production agricole pour des fins domestiques est très important pour la résilience du pays. Vu la nécessité de fournir de l'eau potable pour tout Comorien, les autorités ont mis l'accent sur le code de l'eau voté et promulgué récemment. Son Excellence le Président Azali et le gouvernement a répondu à ces interrogations en adoptant le nouveau code de l'eau pour une meilleure gouvernance du secteur. Il s'est engagé aux côtés du PNUD et du Fonds vert pour une durée de 8 ans pour la mise en œuvre efficace de ce projet. Dans cette gouvernance, on a prévu plusieurs schémas. Il n'y a pas un schéma unique. Il y a plusieurs schémas qu'il va falloir, nous qui gouvernons le secteur, les étudiants et les appliquons tels en tenant compte des contextes particuliers qui se présenteraient ici ou là. Parce que nous avons très récemment été témoins des actes quand même graves. Une communauté villageoise qui a cotisé pour s'acheter du matériel pour avoir de l'eau dans le village et qui s'est mis à tout casser à cause d'une incompréhension entre les autorités de la Sonnette et les villageois. À noter que le problème de l'eau reste un casse-tête malgré les différents projets mis en place pour améliorer la vie quotidienne des citoyens. La crise sanitaire du Covid-19 et son impact sur l'économie du pays, tel est l'objet d'une séance de travail tenue par le ministère de la Santé, cellule de l'économie en collaboration avec les différents partenaires dont le PNUD. Il était question d'évaluer la situation concernant la croissance économique. Reportage de Chadali Bonamadi et Salim Zarkachi. La rencontre s'articulait autour de la crise sanitaire depuis son apparition dans le pays. Tel était donc le fondement de cette initiative prise par le gouvernement pour en tirer les conséquences. Nous sommes en train d'examiner quelle a été la situation avant la crise de notre économie, quelles ont été la vision de l'émergence de notre pays et quel a été l'impact de cette vision par rapport à cette crise qui vient de frapper
l'activité économique du pays. Donc ils ont eu à faire une analyse du cadrage macroéconomique, quelles ont été la situation de la croissance, quelle a été la situation de l'inflation, quelle a été la situation de la balance des paiements, quelle a été la situation des finances publiques avant la crise et après la crise. Ça, c'est la première analyse. Quel a été l'impact au niveau des secteurs, mais aussi au niveau microéconomique? Comment les entreprises ont eu à ressentir cette crise? Comment les ménages ont été impactés? Cette esquisse a pour but d'évaluer l'impact de la pandémie sur les principaux sphères de développement socio-économique. Il s'agit là de proposer des mesures ainsi que des options pour une rapide relance économique du pays. Après l'adoption du plan Comores émergent, les autorités n'ont pas hésité de réunir les partenaires au développement en début de décembre 2019 pour la pandémie du Covid-19. Raison pour laquelle une revue d'études de relance est mise en route. Autre volet de cette édition, les candidats aux examens de fin d'année scolaire ont jusqu'au 12 mars prochain pour faire leur inscription en ligne. Il a été constaté que la procédure n'est pas aisée pour tout le monde. Nos reporters se sont rendus à l'Office régional des examens et concours afin de s'enquérir de la réalité sur place pour ce qui est du dépôt des dossiers de candidature. Reportage de Salima Ahmad Ali et Ibrahim Kavamo. Bien qu'elle soit nouvellement conçue, cette méthode d'inscription en ligne pour tout candidat aux examens nationaux, certains s'en sortent bien, par contre bien d'autres ont du mal à le faire. Raison pour laquelle le service des examens et concours OEC au niveau de Ngazidja a été pris d'assaut par des candidats pour connaître leur sort. Ils estiment que cette méthode n'est pas adaptable dans le pays. Au lycée de Moroni, qui dispose de 300 candidats, jusqu'alors ce nombre est loin d'être atteint. Le service chargé des travaux accueille aussi les candidats des autres établissements pour leur faciliter la tâche. Mais le service reste confronté à des problèmes de connexion. Les responsables du service des examens et concours de Ngazidja sont convaincus que toute nouvelle méthode a toujours des difficultés. Ils invitent les candidats à se précipiter avant la date limite. Par rapport au format, non, ça va, ils ont respecté le format, puisqu'on a dit qu'à chaque fois que vous avez les documents, vous allez les scanner en format PDF. Donc, normalement, actuellement, on n'a pas de ce problème. Aucun candidat n'a pas se présenté pour ce cas. Mais le cas qui se présente, c'est sur leur paiement. Puisqu'il y a un lien qu'ils doivent cliquer sur le lien pour terminer leur inscription, ils négligent ce lien. Donc, lorsqu'on a négligé ce lien, donc, il faut une intervention au niveau des services et des OREC. L'on se demande si les 2 jours restants seront suffisants pour les inscriptions de tous les candidats de cette année scolaire 2021-2022. Les travaux du dialogue national sur les 3 dernières thématiques, dont la diaspora, la gouvernance locale et le dialogue public-privé, ont repris ce mercredi à l'Assemblée nationale. Repartis en 3 groupes, les participants échangent en profondeur sur ces 3 thèmes dans une ambiance propice aux idées et suggestions. Parmi les grands axes abordés, ça entre sur la vie chère. Donc là, il y a l'alimentation de première nécessité. Aussi, il y a aussi ce qu'on demande à l'extérieur. On les récupère aux Comores à 83%. Vous voyez? Donc là, le Comorien ou bien la population comorienne vraiment se trouve dans des difficultés à pouvoir vraiment acheter, afin que le salaire qu'ils gagnent est très insuffisant. Ils n'arrivent pas vraiment à s'en sortir d'une façon vraiment claire, nette et bien précise. Nous avons dégagé maintenant l'heure qu'il est 2 volets très importants. C'est celui de relever de l'ensemble de tous les problèmes liés
les questions qui ont entravé le pays jusqu'à ce qu'à un moment donné de notre histoire, nous sommes arrivés à un moment où nous dépendons à près de 40% et plus avec l'étranger. Et puis, d'autre part, nous avons aussi dégagé un certain nombre de points qui constituent des solutions, propositions par rapport à notre commission. C'est parmi lesquelles, de ces solutions, c'est le fait de faire en sorte qu'il y ait un suivi du projet des jeunes à intégrer le secteur de l'agriculture et de l'élevage et notamment de la pêche. Compte tenu des conditions météorologiques de ces derniers jours, la vigilance doit être de mise, notamment en ce qui concerne les pêcheurs. Pour en savoir plus, suivons le reportage de Saïd Magaga et Ahmed Nassour. Au fil du temps, les cyclones bouleversent les conditions climatiques et perturbent l'équilibre naturel et habituel. Cette situation occasionne des risques pour les êtres humains comme pour toutes les autres formes de vie sur Terre. Les Comores, qui ne sont pas épargnés de ce risque, ont compté récemment plusieurs pertes aussi humaines que matérielles. Dans ce cadre, une équipe de l'ERTC s'est rendue au ministère des Transports aériens et maritimes pour prendre connaissance des précautions prises en cette période cyclonique, malgré l'équipe n'a pas eu de réponse. C'était le récit de Badria Saïd Omar. Clôture ce jeudi à Moroni des activités dans le cadre de la célébration du 43e anniversaire du Centre national de documentation et de recherche scientifique. Une table ronde était organisée autour des questions relatives à la conservation du patrimoine culturel du pays. Je vous propose de suivre le directeur général de la dite institution. Table ronde qui a eu lieu cet après-midi, qui s'inscrivait sur le rôle de la loi dans la protection du patrimoine national. Vous conviendrez avec nous qu'il n'existe pas de société sans loi. La loi est l'expression de la volonté générale. Donc aujourd'hui, nous sommes un pays qui regorge une diversité de richesses patrimoniales, vecteur de développement du tourisme, un tourisme au potentiel, mais cette richesse est en quelque sorte mal connue. Cette richesse est méconnue et par conséquent, elle est soumise à des dégradations et des pertes continues de repères. Donc la loi qui a fait l'objet d'une table ronde aujourd'hui, portait sur comment pouvoir faire de cette loi un vecteur de développement durable de nos richesses patrimoniales et touristiques du pays. Kassim Tolia, agent de l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANPI, fait partie des victimes du crash du vol de la compagnie AB Aviation. Une cérémonie religieuse est organisée ce jeudi en sa mémoire. Je vous propose de suivre Nadiati Souadiki et Seydou Badji, respectivement directrice générale de l'ANPI et représentant du cabinet Human Consulting. Kassim, c'est quelqu'un qui a intégré l'ANPI pratiquement au même moment que moi j'étais nommée directrice. Quand je suis arrivée ici, il était stagiaire à Moedi. On a engagé un processus de recrutement très rapidement. On avait une occasion de pouvoir le faire recruter par un projet. D'ailleurs, ce projet était mis en œuvre par un cabinet international qui venait de Dakar. Donc, il a été recruté par le projet à travers le cabinet Human. On a travaillé avec lui, c'est un projet qui s'achevait le 31 décembre. Et on n'a pas hésité après à le recruter, nous, en interne à l'ANPI. Ce que je voudrais que les gens retiennent de lui, de ce qu'on a pu voir de lui pendant ces 2 années, c'est court et c'est beaucoup à la fois. C'est que c'est un jeune homme très gentil. Certains d'entre nous ici disent qu'ils l'ont vu que peu de fois, mais que le lien s'est tout de suite fait. Moi, à chaque fois que j'allais à Moedi, il était à 100% dédié aux missions que je passais là-bas. C'est quelqu'un dont tout le monde ne dit que du bien. Parce que Kassim, c'est que moi je le tiens de la personne,
C'est quelqu'un qui est, comme il a dit, très gentil. Il est très dispo, mais très engagé dans le travail. On l'a recruté dans le cadre du projet. Et on avait un contrat qui faisait que chaque mois, il devait nous envoyer ses rapports. Mais Kassim n'a jamais failli. À la date convenue, il vous envoie ses rapports. Et Kassim a une force de contribution. Ce qui se passe à Moïli, à chaque fois, il dit, écoutez, moi, à mon avis, c'est comme ça qu'on devait le faire. Donc c'est une grande perte pour l'ANPI qui a repris le relais de notre collaboration. C'est une grande perte pour nous-mêmes et au nom de tout le cabinet humain, de tout l'ANPI, de toute l'ANPI, dont nous nous sentons appartenir aussi. Nous présentons les condoléances à la famille, au-delà de la famille, au monde économique, parce que le sens de notre intervention et le sens de son intervention, c'est participer au développement économique du pays. Paix à son âme. Autre volet de cette édition, un selacanthe a été capturé en Zouani. Ce poisson fossile fait partie des espèces protégées. Pour cela, un chercheur en biodiversité au Centre national de documentation et de recherche scientifique tient à sensibiliser les pêcheurs sur la nécessité et l'importance de protéger cette espèce en voie de disparition. Nous voulons ici tirer l'attention que le selacanthe est une espèce hautement protégée par la loi comorienne. Il est strictement interdit de le déranger, de le pêcher ou même de le commercialiser. Donc il y a des dispositions pénales très fortes pour toute personne auquel il va enfreigner ces dispositions. Et ce que nous proposons donc aux pêcheurs, puisque le pêcheur ne pêche pas un selacanthe volontairement. On ne parle pas pour, je vais pêcher un selacanthe. Ce sont des pêcheurs qui essaient de pêcher le rivet, ce poisson en comorien qu'on appelle Nissa, et ils utilisent des fils très longs, et comme le gombessa vit en profondeur, il ne sort que le soir, il y a beaucoup de chances qu'on tombe sur un selacanthe. Et si on attrape un selacanthe, le mieux, c'est de découper les filets. Découper les filets et de les laisser y aller. Pour raison d'échapper à la loi comorienne, puis ensuite, il ne peut pas le vendre. Personne ne veut pas acheter pour manger. Si quelqu'un veut l'acheter, c'est pour la contrebande. C'est pour aller le vendre à l'extérieur. Et ce serait extrêmement difficile pour lui de sortir d'un gombessa dans nos frontières. Là, nos gardes-frontières sont strictes, donc ils le savent très bien. Même dans les pays de destination, ça sera encore très difficile, puisque la loi internationale stipule que toute importation d'un spécimen, ou bien d'une partie des spécimens du gombessa, d'un pays à un autre, pour des raisons scientifiques, uniquement, doivent en avoir l'autorisation des pays d'importation et des pays d'exportation. L'actualité, c'est également les violences dans les stades qui sont malheureusement devenues monnaie courante lors des rencontres sportives. À ce sujet, un atelier de travail est organisé ce mercredi dans un hôtel de la place par la Fédération de football. Il s'agit d'une séance de sensibilisation pour venir à bout de ce fléau. Reportage de Oussamdine Benhamed et Ibrahim Kawaro. La corruption, la manipulation des matchs et le dopage ont été considérés comme étant à l'origine des violences dans le stade. Dans cette optique, les commissions juridictionnelles ont été interpellées par les principaux organisateurs pour appliquer strictement les tests en vigueur. Les responsables de l'arbitrage ont été à leur tour sollicités pour bien gérer la désignation des arbitres. Cette politique va favoriser le fair play, l'éthique et la bonne gouvernance. Comment faire face au fléau, effectivement, au fléau national que ces derniers temps est devenu vraiment alarmant pour tous les amateurs du football. C'est de donner les paramètres juridiques, de travailler avec une aisance pour diminuer les violences sur le terrain, en créant une nouvelle commission, dite commission d'intégrité. Le championnat régional de Ngazidja a été temporairement suspendu par la Ligue pour restaurer de nouvelles dispositions sécuritaires. On a été obligé de rompre le championnat. On va faire une réunion en urgence pour nous d'abord, on a la Ligue. On va appeler tout le monde, toutes les instances concernées, les clubs, la gendarmerie, la société civile, tout le monde dans une réunion qui aura lieu dans peu de temps, au plus vite possible, peut-être cette semaine, fin de cette semaine. À partir de là,
on va mettre en place une nouvelle marche, une nouvelle méthode pour notre football. Parce que notre football a commencé à avoir une menace énorme sur la violence. Parfois, cette violence, ça vient des arbitres, mais c'était hier, c'est entre les supporters. Ça, c'est dur. Malgré les quelques manifestations pour lutter contre l'incivilité dans les stades, le football comorien reste particulièrement menacé en Ngazidja, où les agressions se multiplient au jour le jour. Les violences dans les stades prennent en effet une allure de plus en plus inquiétante. Et c'est sur ce point que s'achève cette édition. Merci d'avoir été au rendez-vous et bonne suite de programmes sur ORTC.